Je suis maître Anne-Marie Poitras, chef de la direction de la Fondation, et je suis ravie encore une fois aujourd'hui de vous accueillir à cette webconférence. Pour cette formation, nous avons le plaisir d'accueillir la professeure Marie-Ève Lacroix, qui est bénéficiaire du programme de subvention de la Fondation 2021-2022. Elle nous expliquera comment l'intelligence artificielle peut mettre en lumière et tester les limites de concepts tels que la prévisibilité, la normalité et le contrôle du côté de l'agent responsable, tout en proposant des conclusions pour compléter cette analyse et ouvrir des perspectives spéculatives sur le déploiement de l'IA. Alors, c'est un sujet d'actualité et d'intérêt général. Professeur Lacroix, nous serons plus d'une centaine de personnes à participer à la web conférence aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, les revenus des formations soutiennent nos deux piliers de mission, soit de contribuer à l'avancement du droit et au soutien d'une relève juridique diversifiée pour une société plus juste. Je tiens également à remercier le CAEJ, qui est un précieux partenaire pour une quatrième année consécutive, excusez-moi, de nos midi web conférences. Comme vous le savez, le CAEJ est une source incontournable d'information et de diffusion du savoir juridique qui est accessible à tous les juristes au Québec. Quelques précisions pour la conférence. Encore une fois, vous pouvez poser vos questions à la fin de la présentation de la professeure Lacroix en utilisant le question-réponse, le Q&A tout au bas de l'écran. Vous allez recevoir évidemment par courriel l'attestation de participation à la webconférence si vous avez assisté à au moins 50 minutes de la formation de la professeure Lacroix et vous recevrez aussi la présentation PowerPoint ainsi que l'enregistrement de la webconférence de ce midi. Donc, laissez-moi vous présenter professeur Lacroix. Professeur Lacroix est docteur en droit et professeur titulaire à la section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et elle est aussi avocate membre du barreau. Elle concentre ses activités de recherche et d'enseignement en sol canadien et aussi à l'international dans les domaines de droit privé et comparé de la responsabilité et des personnes. La polyvalence de ses intérêts s'est matérialisée par près de 70 articles de périodiques et de contributions à des ouvrages collectifs, en plus de 5 monographies sur des sujets variés. De même, elle a prononcé des conférences dans des cadres professionnels et universitaires, que ce soit au Québec comme à l'étranger. Elle a été aussi professeure invitée à l'Université Paris II, Panthéon-Assas en France, à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université Neuchâtel en Suisse. Vice-doyenne aux études de 2016 à 2019, elle est depuis titulaire de la chaire Miroir Ottawa-Lyon attendez, et vous avez écrit les avatars de la personne et les enjeux contemporains du droit privé de la responsabilité. C'est bien ça? Je me trompe pas? C'est C'est bon. exact. Avec le professeur Olivier Gou de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Vous avez aussi été co-directrice et vous êtes plutôt co-directrice de l'Observatoire pluridisciplinaire sur le devenir du droit privé sous l'égide du Centre sur les cultures juridiques et le droit civil à l'Université d'Ottawa. Observatoire, d'ailleurs, on vous enverra le lien à tous les participants. Je vous invite à aller regarder les travaux de l'Observatoire mené par la professeure Lacroix. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir à cette formation. Et sans plus tarder, je vous cède la parole, Marie-Ève. Donc, bonne conférence à tous. Puis on se revoit après 1 heure. Donc, comme on s'est dit, professeur Lacroix, je vais réapparaître une 10-15 minutes avant l'heure et on aura un 15 minutes supplémentaires pour les questions des participants. Donc, réservez votre temps pour 1 heure et quart, incluant les questions. Alors, je vous remercie, puis bonne conférence. Parfait. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, c'est un plaisir renouvelé parce que j'ai eu le bonheur de participer à une formation qui était offerte exclusivement aux gouverneurs au mois de décembre, déjà l'année dernière. Et on m'a invité de nouveau, là, devant un public plus large, à discuter donc de cette mobilisation
de l'intelligence artificielle eu égard à la responsabilité civile. Donc, j'espère que c'est un sujet qui va savoir vous intéresser, vous interpeller à tout le moins et que ça vous accompagnera de belle façon là, à l'occasion de ce dîner en cette belle journée ensoleillée, comme on l'a souligné. D'entrée de jeu, je voulais vous tout d'abord également remercier encore une fois la Fondation du Barreau du Québec pour m'avoir offert une subvention menant à la publication d'une étude qui va paraître dans un ouvrage collectif sur les éléments du droit civil permettant une comparaison avec la common law canadienne. Donc, on est à la seconde édition qui va paraître cette année, donc en 2024. Et aussi, donc, ce qui va distinguer ma présentation de celle que j'ai offerte en décembre l'année dernière, c'est qu'il y a un ouvrage que j'ai coécrit avec le professeur, mon collègue Nicolas Vermez de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, qui est paru en décembre dernier, intitulé Responsabilité et IA. Et donc, je vais vous partager donc ces réflexions que nous avons nourries, mon collègue Nicolas Vermez et moi-même, donc permettant de discuter de l'intelligence artificielle en aune du droit civil québécois de la responsabilité extra-contractuelle. Donc, sans plus tarder, plutôt que d'y aller, c'est ça, avec un titre, je voulais y aller avec une image. Donc, qu'est-ce que cette image est susceptible d'évoquer chez vous? Par cette image, nous avions en tête un tramway. Et le tramway, ça fait écho à quoi? Eh bien, ça fait écho au dilemme, à ce dilemme du tramway, dilemme philosophique ou encore éthique, qui a pu s'appliquer justement dans des situations concrètes, dans la mise en place de schémas décisionnels impliquant des véhicules autonomes. Et on l'avait notamment reformulé comme suit, à savoir si un véhicule autonome qui est dans l'incapacité de freiner à temps, et doit continuer tout droit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle option doit-il envisager? Tuer ces trois jeunes passagers ou alors tuer trois piétons très âgés? Donc, quoi faire entre la vie de trois personnes âgées ou encore trois personnes très jeunes? Et ça a mené à une vaste enquête mondiale débutée en 2016 et appelée la machine morale, qui a recueilli près de 40 millions de réponses issues de participants de 233 pays. Et l'étude de ces réponses démontre que les décisions éthiques varient grandement en fonction de la culture locale. Par exemple, pour des participants de pays fortement individualistes, comme on peut penser à la France ou encore à la province du Québec, on a eu tendance à choisir, à privilégier la solution de sacrifier la vie de personnes plus âgées plutôt que des jeunes. Alors que, par exemple, au Japon, on va privilégier donc la vie de personnes plus âgées qui ont une plus grande expérience. Donc, on voit qu'il y a une variabilité culturelle et qui exclut, par voie de conséquence, la mise en application d'un algorithme universel qui pourrait donc s'appliquer pour ces véhicules. Et on s'est posé la question, mais qu'en pense ChatGPT? Et on l'a interrogé en septembre dernier pour voir qu'est-ce que serait la réponse à apporter au dilemme du tramway. Il soulève, selon ChatGPT, des questions profondes sur la vie, la mort et la responsabilité. En tant qu'intelligence artificielle, il écrit, je n'ai pas de préférence personnelle, d'émotion ni de conscience pour prendre des décisions morales. Je suis programmée pour fournir des informations et des points de vue basés sur des données, des principes éthiques généraux que je peux exposer, mais je n'ai pas la capacité de faire des choix moraux personnels. La décision dans ce dilemme moral dépendrait des valeurs et des convictions de la personne qui doit prendre la décision. Donc, qu'en est-il? Si l'on exporte ce dilemme proprement philosophique ou éthique pour l'incorporer dans la sphère juridique, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, à l'heure actuelle, et donc ce sera mon propos, donc à l'heure actuelle, cette capture d'écran en 2024, si je l'applique au droit québécois de la responsabilité civile et que j'opte pour le volet extra-contractuel, donc au Québec, qu'en est-il? Et comme je vous l'ai dit, je vais viser ce système d'exploitation, donc de la responsabilité civile. Et là, peut-être deux mots, parce que notre droit civil québécois de la responsabilité a été éclairé par la trajectoire, si on peut dire, franco-allemande, donc qui promeut des concepts souples,
fluides, au contenu variable et qui sont susceptibles, donc selon cette tradition conceptualiste qui abreuve notre droit civil québécois, qui sont donc susceptibles de s'adapter face aux circonstances mouvantes, si on peut dire, de la vie sociale et même de la vie technologique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'origine, il y avait eu le Code civil du Bas-Canada de 1866 et il y a eu cette recodification en 94 avec le Code civil du Québec. Donc, si on promeut des concepts souples, larges, élastiques, ça va faciliter indéniablement, en notre sens, l'adaptation du droit québécois de la responsabilité civile face à des réalités nouvelles. Et là, quand je parle à des réalités nouvelles, on peut d'entrée de jeu, penser à l'intelligence artificielle et on va voir que ces systèmes d'intelligence artificielle sont susceptibles de poser des questions qui peuvent paraître inédites au droit de la responsabilité civile extra-contractuelle. Et à quoi est-ce qu'on peut penser justement, et Maître Poitras l'a évoqué d'entrée de jeu, on peut penser à certains concepts comme la prévisibilité, la normalité ou encore la maîtrise dans le chef de l'agent responsable. Parce que, il est vrai, certaines formes d'intelligence artificielle vont être propices au développement d'actions autonomes, parfois imprévisibles, sinon inexplicables pour l'esprit humain, et ils pourront échapper de ce fait au contrôle humain. À l'heure actuelle, et ça c'est intéressant, est-ce qu'il n'y a pas un vide juridique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des dispositions qui nous permettent véritablement d'apporter une réponse certaine à la responsabilité civile des systèmes d'intelligence artificielle? Et à l'heure actuelle, le législateur québécois, notre législateur ne s'est pas encore penché sur la création d'un régime propre, d'un régime spécial pour l'intelligence artificielle. Et donc, à défaut d'une loi spéciale, avec mon collègue Nicolas Vermès, nous avons eu pour ambition, si je puis dire, de mobiliser, donc de prendre les instruments qui existent déjà en droit civil québécois, en droit commun de la responsabilité civile, et de voir si on peut adapter, voire infléchir ces dispositions. On va les voir ensemble dans le Code civil du Québec pour les adapter face aux spécificités de l'intelligence artificielle et de relever aux besoins. Est-ce qu'il n'y aurait pas des aménagements susceptibles d'être apportés pour que ces dispositions puissent s'appliquer au système d'intelligence artificielle? Donc, c'est vraiment ça notre propos. Quelles sont les règles qui existent à l'heure actuelle? Et on va se fonder, je vais me fonder exclusivement ici, aujourd'hui, devant vous, sur les règles du Code civil du Québec. Donc, ça pourra vous rappeler des bons ou des mauvais souvenirs de vos cours en droit, mais je pense qu'ici, c'est important de revenir à nos fondamentaux pour voir si on peut les appliquer au regard de l'intelligence artificielle. Et donc, lorsque je parle de la responsabilité civile, donc qu'est-ce que ça promeut? Donc, qu'est-ce que ça vise? Ou encore, quel est l'objectif de la responsabilité civile? Donc, ça, je pense que c'est un rappel qui est opportun à faire. C'est que la responsabilité civile au Québec vise essentiellement, c'est son dessein premier. L'objectif premier, c'est de réparer, d'indemniser, de compenser une victime pour le préjudice qu'elle a subi. Donc, vous le savez, l'objectif principal, c'est curatif et peuvent se greffer de façon périphérique ou encore accessoire des volontés de punir ou encore de prévenir, notamment par le biais des dommages-intérêts punitifs qui peuvent être accordés au regard de la Charte québécoise. Par exemple, si on pense à l'article 49, alinéa 2 de la Charte québécoise, c'est possible de demander des dommages-intérêts punitifs en présence d'une atteinte illicite et intentionnelle. Mais l'objectif premier de la responsabilité civile, je répète, c'est de réparer le préjudice causé à autrui. Et en matière d'intelligence artificielle, le débat est là. Tout est une question d'équilibre. Ne pas brider l'innovation technologique d'une part, mais offrir d'autre part une protection efficace aux victimes qui viennent à subir un préjudice causé par un système d'intelligence artificielle. Donc, voilà l'objet, le socle de mon étude, de cette analyse. Donc, on parle de responsabilité civile. Et ici, par ce sigle, qu'est-ce que je veux peut-être porter à votre attention plus particulièrement? C'est que je vais m'inscrire ici pour cette présentation dans le cadre d'une responsabilité civile, comme je l'ai dit, d'une responsabilité, en d'autres termes, ex post. Ce ne sera donc pas
le cas ici, du moins, on pourra en discuter à l'occasion de la période de questions, mais de discuter de la responsabilisation. Donc ici, je veux distinguer clairement la responsabilité civile de la responsabilisation ou encore de la responsabilité, si je puis dire, ex ante, sur la base d'un risque de préjudice ou de biais. Et ça, ici, la responsabilisation fait écho davantage, à mon avis, à la théorie. Quelle théorie? La théorie du principe de précaution. Cette théorie, qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise à responsabiliser un individu pour le défaut d'anticiper et de prévenir des risques qui restent impossibles à vérifier dans le présent, mais dont la réalisation future est susceptible d'entraîner un préjudice sérieux et généralisé. Donc, en matière de responsabilité ex ante ou encore de précaution ou encore de responsabilisation, on parle plutôt de risque de préjudice physique ou encore psychologique ou d'un risque d'impact négatif sur les droits. Donc ça, on est donc sur le plan de la conception même des systèmes d'intelligence artificielle. Quelles sont les règles qui devraient s'appliquer lorsqu'on conçoit un système d'intelligence artificielle pour assurer et viser sa sécurité et pour minimiser voire éviter la survenance de dommages. Donc, ça, on parle vraiment de la prévention. Or, ici, mon propos, et ça, c'est important pour moi, se situera plus particulièrement sur le plan de la réparation, qui est l'objectif premier de la responsabilité civile, comme je viens de l'évoquer. Et peut-être à ce sujet, donc, vous êtes au courant fort probablement au fédéral que depuis juin 2022 a été mis en place, a été déposée la loi, donc le projet de loi sur l'intelligence artificielle et les données dans le cadre du projet de loi C-27. Donc, on discute déjà de ce principe de prévention, comment prévenir des situations potentiellement dommageables. Et le Québec avait lancé aussi un cri d'alarme le 12 avril 2023. Et donc, comment emboîter le pas? Donc, ici, à mon avis, ce sur quoi je veux m'attarder plus particulièrement, et si je reviens à mon propos de responsabilité civile, bien, je vais devoir me poser la question d'entrée de jeu, bien, quels sont les préjudices qui peuvent être causés par un système d'IA? Parce que si on est sur un plan de responsabilité civile, il faut à la base qu'il y ait un préjudice subi par une victime. Mais quels sont les préjudices? Quelle est cette constance donc de la responsabilité civile? Les préjudices commis par une IA, à mon avis, on peut retourner à cette trilogie ou encore ce triptyque des préjudices indemnisables en droit civil. Quels sont-ils? Bien, tout d'abord, les préjudices corporels ou encore physiques liés, par exemple, à une explosion, par suite de l'explosion d'un système d'IA, donc préjudices corporels. Mais on peut penser aussi à des préjudices psychologiques ou moraux à travers notamment les concepts de diffamation civile ou encore la discrimination. Ou encore, on peut aussi penser à des préjudices matériels lorsqu'il y a atteinte à des biens ou encore, par exemple, transgression du droit d'auteur. Donc, ce triptyque préjudice corporel, moral ou matériel s'appliquerait très bien à des préjudices, à mon avis, causés par le fait d'une IA. Et on pourrait même, si on se détache un peu de ce jargon civiliste, corporel, moral, matériel, on pourrait même migrer vers la reconnaissance donc, ou encore l'atteinte de certains droits tant fondamentaux que, par exemple, le droit à l'égalité, prévu notamment dans la Charte québécoise. Cette charte québécoise qui prévaut dans le panorama normatif québécois depuis 1976, qui a un effet horizontal entre particuliers. Donc, on pourrait évoquer tant des atteintes, par exemple, à la vie privée que des atteintes à la dignité, à l'honneur ou à la réputation, ou encore même du droit à l'égalité visant la non-discrimination. Donc, ce serait possible de trouver un refuge dans le Code civil du Québec, oui, mais aussi par rapport à la Charte des droits et libertés de la personne, et où il pourrait y avoir potentiellement des atteintes à des droits fondamentaux ou encore droit à l'égalité. Certaines de mes collègues, dont ma collègue Céline Castelrenard, discutent également de tout ce qui entoure l'analyse des systèmes de reconnaissance faciale. Donc, qui ont pu démontrer déjà certaines preuves de préjugés, notamment à l'égard de femmes et à l'égard de personnes de couleur. Donc, on voit qu'on peut reconnaître certains préjudices d'emblée. Il y a une question que je m'étais posée, c'était est-ce qu'on pourrait reconnaître, voire réparer ici, des préjudices collectifs
ou encore sociétaux. Donc, des préjudices qui pourraient être subis, par exemple, par des groupes qu'on peut associer à des groupes plus vulnérables si on pense, par exemple, à des enfants. Et là, ici, à mon avis, ce qui est important de faire, c'est de retourner donc à ces peut-être 6 caractéristiques du préjudice admissible à compensation. Au Québec, vous savez, c'est le préjudice direct, le préjudice certain, également le préjudice légitime, qui peuvent faire l'objet d'une réparation, mais on pense en tout état de cause à un préjudice qui est personnel. Il faut avoir un intérêt à poursuivre. Et vous savez, un préjudice qui serait peut-être collectif ou sociétal, peut-être n'obéirait pas à l'heure actuelle, donc à ces critères d'admissibilité du préjudice à compensation. Mais rien n'empêche, encore une fois, et ça c'est important, de reconnaître qu'il pourrait y avoir des actions collectives intentées, ce serait possible, mais ce serait pour un préjudice personnel, individuel subi. Donc, une fois que l'on a pu reconnaître que l'IA est susceptible de causer des préjudices à autrui, un peu le plan de ma présentation. Et là, vous voyez, je reprends mon tramway et peut-être 2 trajectoires que je vous inviterai à explorer avec moi ce midi. Donc, 2 trajectoires à explorer et voyez déjà par le choix de couleur, il y en a une peut-être à favoriser, à mon sens, plutôt qu'une autre. Donc, responsabilité civile de l'IA et vous voyez responsabilité civile pour le fait de l'IA. Donc, ici, le choix des mots est important. Comment je distingue de l'IA versus pour le fait de l'IA? Donc, je vais tout d'abord vous amener donc, dans cette voie la responsabilité de l'intelligence artificielle qui fait croire ici à une responsabilité personnelle de l'IA. Mais comme vous le voyez, c'est en rouge, donc à mon avis, prendre grand soin d'aller dans cette voie-là. Du fait d'adopter cette trajectoire responsabilité de l'IA, ça pose une question, 2 questions, je vous dirais, essentielles ou névralgiques. Première question, quelle est la qualification juridique de l'IA? Comment est-ce qu'on peut qualifier une IA? Ça peut paraître anecdotique, mais il y a une influence certaine, un impact, conséquence sur le régime d'application de la responsabilité civile. Donc, comment qualifier l'IA, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'un système d'IA peut commettre une faute civile? Première question. Par rapport à la qualification juridique de l'IA, tout d'abord une mise en garde par rapport au discours que l'on peut entretenir sur l'intelligence artificielle. Et je m'explique ici parce qu'en raison du développement des capacités cognitives des robots intelligents qui bénéficient d'un certain degré d'autonomie, on est venu ici à brouiller les discours sur l'intelligence artificielle. Parce que d'une part, on voit que certains discours vont réifier l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on va parler de l'IA en termes d'algorithmes ou encore de logiciels. Tandis que d'autres discours vont avoir plutôt tendance à anthropomorphiser l'intelligence artificielle. Et ici, je m'explique, on va entendre les mots androïde, robot humanoïde, agent autonome. Et c'est là, à mon avis, un danger qui est inhérent, qui est latent, d'adopter cette vision anthropoforme de l'intelligence artificielle qui viendrait là un peu presque lui conférer, on dirait, selon le sens commun, une sorte de personne, de personnalité à l'IA. Et à mon avis, et c'est pourquoi j'emploie le terme système d'intelligence artificielle ou tout simplement plutôt IA, parce que c'est une terminologie qui est plutôt neutre et qui permet de recentrer le débat. Donc, si je reviens à mon statut juridique, qu'est-ce que je fais avec l'IA? Et là, je vous pose la question, forcer ou faire éclater les catégories juridiques traditionnelles? Mais quelles sont ces catégories juridiques traditionnelles? Et là, ben, on retourne dans le temps. Donc, si on se fonde sur la summa divisio qui existait en droit romain et qui a même servi de trame de construction à notre Code civil du Québec, donc le droit romain opérait une summa divisio entre les choses d'une part et les personnes d'autre part, entre l'objet de droit et le sujet de droit. Et donc, est-ce qu'une IA est un sujet de droit ou est-ce que c'est un objet de droit? Ou est-ce qu'on ne devrait pas aller vers l'éclatement de ces catégories juridiques, puisqu'à mon avis, ces catégories juridiques sont insuffisantes à appréhender de façon juste et efficace l'intelligence artificielle et migrer vers la création d'une catégorie hybride ou encore intermédiaire qui serait davantage susceptible de refléter le statut complexe de l'IA.
Et très, très brièvement, je m'étais posé justement des questions par rapport, si on pense à la dépouille humaine, qui est la dépouille humaine qui correspond à un non-vivant mais humain, ou encore à l'animal. Je m'étais posé cette question-là qui est ici un vivant non humain. L'intelligence artificielle, elle, elle est non vivante et non humaine. Et si l'axiome de la dignité peut protéger la dépouille humaine et que ce vecteur de la sensibilité peut protéger aussi l'animal, cet être doué de sensibilité, pourquoi reconnaître, c'est quoi l'intérêt de reconnaître à une intelligence artificielle le fait qu'elle soit sujet de droit, par exemple? Et à mon avis, ici, c'est moins une question pour viser sa protection, pour assurer sa protection, qu'à identifier ici un mécanisme d'imputation. Et donc, est-ce qu'on devrait lui imputer? Est-ce que l'IA devrait être imputable? Et ici, à mon avis, il faut proscrire deux choses. Un, l'IA n'est pas une personne humaine dans sa réalité biologique ou encore sociale. Et deux, l'IA n'est pas non plus, à mon avis, une personne ou encore elle n'a pas la personnalité juridique qui lui confère le titre de sujet de droit, d'obligations patrimoniaux ou encore extra-patrimoniaux. Donc, à mon avis, il faut proscrire si je pourrais dire, cette adhésion ou encore cette reconnaissance d'une personnalité juridique à l'IA. Donc, certains auteurs ont pu faire écho ou ont pu encore dresser une analogie avec, par exemple, la personne morale qui a été créée au 19e siècle pour encourager la prise en charge de risques ou encore pour encourager l'entrepreneuriat à l'occasion de la révolution industrielle, qui avait donc visé la création, la reconnaissance de cette fiction juridique. Or, à mon avis, ce serait très périlleux d'aller reconnaître une personnalité juridique ou encore numérique à l'intelligence artificielle. Et ça fait écho notamment à ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment eu égard à l'Union européenne. Donc, l'Union européenne qui, même si le Parlement européen, dans une proposition de résolution, avait évoqué la possibilité de reconnaître une personnalité numérique, il avait écrit une personne électronique aux robots autonomes les plus sophistiqués en 2017, on a mis ça de côté et depuis 2019, depuis même 2020, avec le livre blanc de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle, on renvoie plutôt à la responsabilité des développeurs ou encore des déployeurs de l'intelligence artificielle sous l'angle d'une responsabilité pour le fait des produits. On est même allé plus récemment avec la directive sur l'intelligence artificielle en septembre 2022 en revisitant la responsabilité pour faute et en l'aménageant plutôt avec des présomptions visant donc à faciliter la charge de la preuve pour les victimes de dommages causés par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça fait écho à une volonté plus large, voire même à l'international, de ne pas aller de l'avant avec la reconnaissance d'une personnalité numérique ou encore électronique à l'intelligence artificielle, donc qui serait considérée comme une personne, comme ayant une personnalité juridique en d'autres termes. Donc, ici, oui, on a été sonder un peu le statut juridique, mais ici, si je reviens à ma deuxième question que je vous ai posée, l'IA peut-elle commettre une faute? Et lorsqu'on se pose la question, l'IA peut-elle commettre une faute civile? Bien, il faut aller explorer les règles dans le Code civil du Québec en matière, et je le répète encore une fois, en matière de responsabilité civile extra-contractuelle. Et la disposition de base, quelle est-elle? On peut trouver refuge dans l'article 1457 et donc, vous la trouvez à votre écran. J'ai vous retrouvez sa teneur que j'ai reproduite au long. Donc, la faute civile. Est-ce qu'une IA, donc, peut être imputable et donc peut-elle commettre une faute civile? Ici, à l'article 1457, pour commettre une faute civile, quels sont les éléments constitutifs d'une faute civile? Vous voyez, à l'article 1457, alinéa 2, les termes en rouge sont ici très importants à considérer. Donc, on dit la personne, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute. Donc, on voit que la faute ici, la faute civile, c'est à la fois manquer à un devoir de bonne conduite, ça, on peut considérer ça comme l'illicite, mais c'est aussi être doué de raison. Il faut être imputable. La faculté de discernement, en d'autres termes, être doué de raison, est
nécessaires à la reconnaissance d'une faute civile en droit québécois. La faculté de discernement ou encore être doué de raison, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'aptitude, notion factuelle et concrète, c'est-à-dire être capable de comprendre la nature, la portée et les conséquences de ses actes. Donc, la question, vous me voyez venir, la question névralgique, c'est oui, c'est peut-être tautologique de dire que l'intelligence artificielle, elle est intelligente. Mais est-ce possible de dire que l'intelligence artificielle est consciente? Est-ce qu'elle a cette faculté de discernement ou encore est-elle douée de raison, qui est l'une des conditions consubstantielle à la faute civile en droit québécois, je le répète encore une fois. Et là, à mon avis, et ça conforte un peu le fait que j'ai réfuté ce statut juridique de l'IA comme une personne juridique, c'est qu'on doit faire une distinction impérativement entre l'intelligence et la conscience et par voie aussi de conséquences entre l'intelligence et l'autonomie. Parce qu'on sait que l'intelligence artificielle est appelée à apprendre par elle-même. Or, le fait qu'elle soit autonome de plus en plus et qu'elle puisse même échapper au contrôle humain, ça ne fait pas en sorte qu'elle soit consciente parce que cette autonomie, qu'elle soit de nature technique ou encore opérationnelle, ça fait qu'on reproduit à la base ce que l'humain produit. Et donc, cette reproduction du résultat d'une activité humaine, donc, ça ne fait pas en sorte que l'intelligence est pour autant pourvue d'une faculté, soit pour autant, pardon, pourvue d'une faculté de discernement. Donc, à mon avis, l'intelligence artificielle, un système d'IA, n'a pas cette faculté de discernement, bien qu'il puisse bénéficier d'une certaine autonomie, qui puisse être technique ou encore opérationnelle. Donc, très important à distinguer l'intelligence de la conscience. Donc, une IA ne pourrait pas, en d'autres termes, commettre une faute civile. Elle n'est pas apte, elle n'est pas imputable. Peut-être un deuxième point aussi sur lequel je pense que et ça mérite peut-être une certaine attention, c'est sur le plan de l'appréciation. Maintenant, sur le plan de la détermination, je vous ai dit, une faute civile, elle est déterminée à l'aune de deux éléments, manquement à un devoir et imputabilité ou encore aptitude. Mais aussi, si on migre vers l'appréciation de la faute civile, comment est-ce qu'on apprécie? Comment est-ce qu'on peut savoir si on est en présence ou non d'une faute civile? Bien, l'appréciation de la faute civile correspond essentiellement à une opération de comparaison. Les tribunaux vont comparer plutôt la conduite reprochée à une conduite modèle ou encore à un standard ou encore à un étalon de mesure. Et pour ce faire, ils vont renvoyer au modèle de comparaison, on l'appelle in abstracto ou encore abstrait et objectif. Donc, ils vont prendre le comportement adopté par une personne prudente et diligente dans les mêmes circonstances et donc, ils vont prendre le comportement plutôt adopté par une personne en l'espèce et le comparer justement à une personne prudente et diligente dans les mêmes circonstances. Donc, à ce type abstrait et objectif, cette personne raisonnablement prudente et diligente. Mais là, quand on pense à un système d'intelligence artificielle, est-ce qu'il existe à l'heure actuelle un avatar raisonnablement prudent et diligent? La question peut être posée, mais à mon avis, une réponse négative s'impose. Donc, on le voit, tant sur le plan de l'appréciation que de la détermination de la faute civile, ce serait extrêmement périlleux que d'affirmer qu'il existe une responsabilité civile de l'IA plaidant là pour la reconnaissance d'une personnalité juridique à l'IA, voire même que l'IA serait susceptible de commettre une faute civile. Donc, si on met de côté cette voie marquée par le rouge, par la couleur rouge à ne pas emprunter, bien, il nous reste la voie verte. Quelle voie emprunter maintenant? Ce pourrait être la responsabilité ici pour le fait de l'intelligence artificielle. Donc, si l'intelligence artificielle n'est pas un sujet de droit, on a pu donc écarter cette option. Qu'est-ce qui reste? Il reste la reconnaissance d'un système d'intelligence artificielle comme un objet de droit. Et ici, j'irais peut-être un peu plus loin, je l'appellerais comme un OJNI, c'est-à-dire un objet juridique non identifié. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un objet multiple, multiforme, émergent et non encore parfaitement identifié à mon sens. Et c'est un bien qui peut aussi être breveté, fabriqué pour être vendu, détenu. Ça peut être considéré comme un bien marchand.
Donc, si on emprunte cette voie qui permet de reconnaître le statut d'objet juridique à l'intelligence artificielle, qu'on l'on met par voie de conséquence de côté la responsabilité civile de l'IA, on peut maintenant parler, évoquer la responsabilité civile pour le fait de l'intelligence artificielle. Et donc, la question qui va se poser, c'est qui est la personne ou qui sont les personnes qui vont agir derrière les actions de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle ici va être une source de responsabilité civile dite indirecte, mais il faudra identifier donc qui sont les auteurs qui devront répondre de son fait dommageable. Quoi faire ici? Mais allons observer donc deux régimes de responsabilité pour le fait des biens, responsabilité pour le fait autonome du bien et responsabilité pour le défaut de sécurité du bien. Ce sont deux régimes qui existent dans le Code civil du Québec et je vais cibler le volet ou plutôt le régime extra-contractuel encore une fois. Donc, si on va dans cette voie, le premier régime, qui est le régime général de droit commun en matière de responsabilité pour le fait des biens, c'est l'article 1465. L'article 1465 prévoit ce qui suit. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. Donc ici, à l'article 1465, donc on va devoir prouver les conditions d'application suivantes, c'est-à-dire que le gardien de l'intelligence artificielle, d'un système d'intelligence artificielle, pourrait engager sa responsabilité civile sous réserve de prouver le fait autonome de celle-ci. Et donc, ici, si on prouve ces conditions d'application, donc gardien d'un bien pour le fait autonome d'un bien, va naître un régime de faute présumée. Ce que ça signifie, c'est que si la victime donc prouve qu'elle a subi un préjudice causé par le fait autonome du bien et qu'il y avait une garde exercée par un gardien, le fardeau de la preuve, donc pour s'exonérer, donc ça va reposer sur les épaules du gardien. Ça va être au gardien de s'exonérer en apportant la preuve d'une simple absence de faute, c'est-à-dire qu'il devra prouver avoir pris tous les moyens raisonnables pour prévenir le fait qui a causé le dommage. Donc, c'est un régime de faute présumée ici qui est consacré à l'article 1465 du Code civil du Québec. Rapporté à l'intelligence artificielle maintenant, si on peut dire qu'il y a un avantage patent à appliquer cette disposition à l'IA, c'est certes oui, parce que l'IA est un bien. Mais on va voir que dans les critères ou encore les conditions liées tant à l'autonomie du bien qu'au statut même du gardien du bien, là, on va voir qu'il y a peut-être certaines insuffisances que l'on va pouvoir relever lorsqu'on veut appliquer cet article 1465 à l'intelligence artificielle. Donc, si je prends la première condition à cibler, c'est l'autonomie du bien. Donc, on dit à 1465, il faut être en présence d'un fait autonome. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire un certain impact, un certain mouvement, un certain dynamisme qui n'est pas lié à l'intervention, qui n'est pas lié à une intervention humaine directe. Donc, on peut penser à l'éclatement d'un tuyau, ou encore à l'explosion, par exemple, d'une bonbonne de gaz. Mais là, ramener à l'intelligence artificielle, l'autonomie va devoir être double, à notre avis. Parce que oui, ça pourrait être une autonomie de mouvement, comme je l'ai dit, par exemple, une machine commerciale automatisée qui explose et qui va venir à blesser un individu. Là, on va penser à une autonomie de mouvement, mais on devrait y ajouter une autonomie de pensée. Donc, pas seulement le mouvement, par exemple, l'explosion, mais une autonomie de pensée. Et ce que j'entends par là, c'est par exemple, on pourrait envisager des scénarios où c'est un agent conversationnel qui tient des propos diffamateurs ou encore un algorithme qui va plagier l'œuvre d'un tiers, où là, on pourrait penser à une autonomie de pensée. Donc, l'autonomie d'un bien, si on la considère dans cette double acception pensée-mouvement, pourrait s'appliquer ici à l'intelligence artificielle. Mais l'autre écueil se rapporte à la condition liée au statut du gardien de l'intelligence artificielle. Parce que la notion de gardien en droit civil québécois doit être entendue comme une relation concrète, factuelle, entre le responsable et l'objet, qui est basée essentiellement sur un pouvoir de surveillance, mais aussi de direction ou de contrôle, qui permet au gardien essentiellement de prévenir
le dommage qui peut être subi par le fait autonome du bien. Donc, ça sera nécessairement tributaire des circonstances. Qui est gardien d'un bien au moment où survient le préjudice? Or, quand on revient, on applique cette condition à l'intelligence artificielle. On l'a vu, je vous l'ai mentionné brièvement, l'intelligence artificielle peut être dotée d'une certaine autonomie décisionnelle en raison de ses capacités cognitives ou encore d'apprentissage. Et dans ce cas-là, elle ne serait plus, on pourrait dire, stricto sensu, sous contrôle de son gardien. Et donc, ça aura pour effet de lui conférer, à mon avis, un caractère nécessairement imprévisible sans qu'on puisse pour autant conclure à son anormalité ou encore à sa défectuosité. Et un philosophe, András Matthias, renvoyait à cet égard au responsibility gap, c'est-à-dire que l'autonomie et l'apprentissage de la machine créeraient une situation nouvelle, faisant en sorte que nul ne pourrait prévoir son comportement futur. Donc, quoi faire si on n'est plus en mesure donc d'identifier qui a véritablement la garde, qui peut prévenir un préjudice subi par une IA? Donc, ça ici, il faudrait peut-être pour ce faire, pour mieux comprendre et appliquer cette disposition à l'IA, aller au-delà du sens commun pour embrasser un sens plus extensible à la notion de garde. Donc, que ce ne soit pas une garde seulement physique, mais peut-être une garde qui soit également intellectuelle et qui puisse se matérialiser, par exemple, par des ordres qu'une personne, que le gardien pourrait donner. Mais lorsqu'on envisage ce statut du gardien, ce que je pourrais vous dire, c'est que plus largement, l'enjeu véritable, c'est vraiment sur le plan de l'identification de la personne qui agit derrière l'IA. Qui devrait être responsable? Lorsque l'on met dans ce processus de création, de mise en circulation, d'utilisation de l'intelligence artificielle, il y a une pluralité d'auteurs qui peuvent vous venir en tête et qui me viennent en tête. On peut penser aux concepteurs, aux distributeurs, aux vendeurs, aux propriétaires, voire même à l'utilisateur. Et en droit de la responsabilité civile, la question est là. Comment percer l'écran de cette généralité pour aller désigner là où les personnes ou encore le ou les patrimoines à cibler. Donc, qui vont devoir payer, qui devra payer pour le fait dommageable de l'intelligence artificielle. Et on voit là, c'est extrêmement complexe, voire même parfois impossible dans certaines situations. Et même si on recourt à 1465, il peut y avoir, oui, une personne ou une pluralité d'auteurs, mais on reste toujours dans un régime de faute. Ici, c'est un régime de faute présumé. Donc, même si on voulait engager la responsabilité solidaire des différents intervenants, il faudrait prouver, voire réfuter la présence de fautes distinctes commises par chacun d'eux. Donc, l'article 1465 est susceptible de s'appliquer, mais présente plusieurs difficultés ou encore insuffisances. Donc, nous avons pour intuition, mon collègue Nicolas Vermès et moi, d'aller explorer les régimes de responsabilité objectifs ou encore détachés de toute faute civile. Et là, ce qui vient par la suite, et c'était à titre de proposition, mais ou même juste de discussion, c'est qu'il y a ce premier régime de responsabilité objective ou encore sans faute, qui est l'article 1466. Et l'article 1466 me permet ici brièvement, faire une petite digression, entre l'intelligence animale et l'intelligence artificielle. Donc, vous avez encore une fois l'extrait, la teneur intégrale de cette disposition, où là, on renvoie au fait que le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi pendant ce temps responsable avec le propriétaire. Donc, à l'article 1466, on renvoie encore une fois donc au fait d'un animal, essentiellement un fait autonome de l'animal, et on doit établir une relation de propriété ou encore de garde entre l'animal et la partie dont on recherche la responsabilité civile. Ici, point important à apporter, c'est que le législateur québécois précise un double fondement de la responsabilité civile, tant la notion de garde comme pouvoir concret réel sur l'animal, et là on renvoie à l'usager, la personne qui se sert de l'animal, mais également un fondement axé sur l'exercice d'un droit de propriété pour le propriétaire. Donc, le propriétaire demeure responsable, on écrit, même s'il n'a plus de contrôle sur l'animal.
Et ici, l'article 1466, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, prévoit et dicte un régime de responsabilité objective, sans faute. C'est sur la base de quoi? Si ce n'est plus sur la base de la faute, ce sera sur la base du risque créé. En d'autres termes, la seule présence d'un animal correspond à un risque général pour les tiers. Et si ce risque vient se concrétiser, à se matérialiser, à être un préjudice, bien, il devra peser sur le propriétaire ou encore sur l'usager d'un bien. Peu importe qu'il ait pris ou non les moyens raisonnables pour prévenir la survenance du préjudice. Ici, les seuls moyens d'exonération qui pourront être invoqués, sinon signalés ou prouvés, ce sera la force majeure, la faute de la victime ou encore la faute d'un tiers. Donc, ici, en matière d'intelligence artificielle, ce double fondement pourrait, à mon avis, combler un peu cette difficulté à identifier avec précision qui est le ou les gardiens d'un système d'intelligence artificielle. Ça pourrait reposer à la fois sur le propriétaire ou l'usager de l'intelligence artificielle. Donc, ça pourrait être davantage préférable pour une victime, pour le fait dommageable d'un système d'IA, d'emprunter un peu à cet article 1466, mais encore une fois, 1466 s'applique exclusivement, on sait, à l'animal, cet être doué de sensibilité en vertu de l'article 898.1, mais ça peut nous permettre de réfléchir à ce que cette disposition-là, du moins certaines de ses conditions d'application, point d'interrogation, pourrait-elle être susceptible de s'appliquer à un système d'intelligence artificielle? Sinon, le troisième et dernier régime d'application, c'est l'article, plutôt que d'aller tout simplement dans l'article, c'est le régime de responsabilité civile pour le défaut de sécurité d'un bien. Et ici, le défaut de sécurité d'un bien, donc ce régime de responsabilité civile s'applique essentiellement aux fabricants. Et il y a eu cette logique d'évolution, donc évolution de cette responsabilité civile du fabricant qui a obéi à cette adoption de la loi sur la protection du consommateur, ratification d'une convention internationale, mais également la réforme du Code civil du Québec. Et quand on plonge dans cette responsabilité civile du fabricant pour le défaut de sécurité du bien, il y a, à mon avis, trois dispositions névralgiques à avoir en tête. La première, quelle est-elle? Vous la retrouvez ici, reproduite à l'article 1468. Donc, on renvoie à cette responsabilité civile du fabricant d'un bien meuble, donc fabricant par exemple d'un système d'IA, pour le défaut de sécurité de ce bien. Et là, vous me direz, mais qu'est-ce que le défaut de sécurité du bien? Il est énoncé à l'article 1469 qui suit. Il y a défaut de sécurité du bien lorsque le bien n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception ou de fabrication du bien, d'une mauvaise conservation ou présentation du bien, ou encore en l'absence d'indications suffisantes quant au risque et au danger qu'il comporte ou quant aux moyens de s'en prémunir. Donc, ce que l'on voit, c'est que le législateur québécois renvoie à trois origines du défaut de sécurité du bien. Ça peut être tant un vice de conception, un vice de fabrication ou encore une mauvaise conservation ou présentation du bien. Donc, ici, par exemple, la victime d'un défaut de sécurité d'un système d'IA devrait apporter la preuve de l'existence d'un défaut de sécurité, du préjudice subi et du lien causal. Mais elle n'aurait pas ici à prouver ni la source, ni l'origine de ce vice, mais simplement l'existence de risques ou de dangers. Donc, elle serait ici, notre victime, soustraite à l'obligation de faire la preuve d'une faute du fabricant ici, qui souvent est à caractère technique et commande des expertises complexes. Donc, ce régime de responsabilité civile pour défaut de sécurité du bien promeut une présomption. Donc, il prévoit une présomption de responsabilité qui pèse sur le fabricant. Donc, c'est un régime de responsabilité objectif, sans faute, et notre fabricant, donc ses seuls moyens d'exonération, outre la force majeure, ce serait la faute de la victime ou encore la faute d'un tiers ou encore, et là, j'attirerai votre attention à l'article 1473, j'attirerai votre attention à l'alinéa second de cette disposition. Donc, le fabricant, distributeur ou fournisseur n'est pas non plus tenu de réparer le préjudice s'il prouve que le défaut ne pouvait être connu compte tenu de l'état des connaissances. Donc, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la preuve d'une ignorance générale ou objective de danger.
et non pas à une connaissance subjective, par exemple, du danger. Et là, le législateur québécois, pour reprendre les propos de Baudouin et Laurier-Moore, a préféré répartir le risque de développement. Donc, c'est cette défense inhérente au risque de développement inhérent à tout progrès parmi l'ensemble des consommateurs, plutôt que de le faire reposer sur son seul créateur. Donc, cette défense liée au risque de développement est susceptible ici de s'appliquer de manière assez critique face à l'intelligence artificielle. Donc, avec le développement tentaculaire à vitesse grand V des systèmes d'intelligence artificielle, est-ce que ce moyen d'exonération propre au risque de développement ne pourrait pas être soulevé par le fabricant, distributeur ou fournisseur? La question peut se poser. Et ça pourrait amputer donc le recours en responsabilité civile, le cas échéant, d'une victime, dans le cadre de ce régime de responsabilité pour le défaut de sécurité du bien. Donc, y a-t-il pas obsolescence programmée des règles du Code civil du Québec? Quoi faire? Est-ce que c'est un seul essoufflement? Est-ce qu'on pourrait voir là une véritable asphyxie? Quoi faire? On voit, et j'ai vu avec vous, qu'il y a des règles qui prévalent à l'heure actuelle dans le Code civil du Québec qui sont susceptibles de s'appliquer à l'heure actuelle face aux faits dommageables de l'intelligence artificielle. On a mis de côté la voie rouge 1457, fait faute de l'IA, pour migrer plus vers la voie verte, qui est la responsabilité pour le fait de l'intelligence artificielle. On a néanmoins relevé, et à mon avis à juste titre, le fait que l'autonomie de l'intelligence artificielle et surtout l'identification des possibles responsables pose de gros enjeux à l'heure actuelle. Donc, peut-être à titre prospectif, et ce qui me permettra de terminer cette webconférence d'aujourd'hui. Donc, que valoriser? Encore une fois, en réitérant cet arbitrage périlleux, à mon avis, entre l'innovation et la sécurité face au développement de l'intelligence artificielle. Et donc, j'y vais pour la voie en jaune. Donc, voie peut-être à sonder, que je laisse à votre attention peut-être, et puis ça pourra nourrir la période de discussion, le cas échéant, c'est que plutôt que d'être dans le régime du droit commun de la responsabilité civile, comme je vous l'ai énoncé, donc dans ce régime où la constante est le préjudice, donc on est en matière de responsabilité civile pour un préjudice causé, est-ce qu'on ne pourrait pas migrer non plus vers de la responsabilité, mais de l'indemnisation tout simplement. Donc, vers un régime d'indemnisation à caractère social pour un préjudice corporel subi. Donc, faire un peu comme ce que l'on a fait depuis dans les dernières années, notamment eu égard à la réparation du préjudice corporel en matière d'accident automobile ou encore en matière d'accident du travail, pour les produits sanguins ou encore pour les vaccins. Donc, le législateur québécois est intervenu à l'occasion de lois ponctuelles pour indemniser, voire garantir des victimes qui subissent un préjudice corporel. Cette solution médiane, véritablement à titre prospectif, aurait trois mérites. Et je vais conclure là-dessus. Elle aurait le mérite tout d'abord d'évacuer tout débat qui serait relatif à un régime spécifique d'application de la responsabilité civile et à donc surmonter cette difficulté que vous le voyez qui est inhérente là, à l'identification d'un ou de responsables, d'acteurs potentiellement fautifs qui se logent, qui se cachent derrière les systèmes d'intelligence artificielle. Deuxièmement, autre avantage, ce serait qu'elle socialise les risques ou encore la solidarité sociale et ça viserait à garantir une indemnisation automatique pour des victimes de préjudices corporels sans avoir donc à prouver d'autres conditions d'application. Et enfin, un troisième et dernier mérite qui commande la mention, c'est que si on allait vers ce régime d'indemnisation à caractère social, ça permet d'abandonner le droit de poursuite devant les tribunaux judiciaires. Donc, on n'aurait pas, pour des victimes, à passer devant les tribunaux judiciaires pour faire reconnaître notre droit et obtenir une réparation civile, le cas échéant. Donc, je vous laisse cette question donc, pour les fins de nos discussions, puisque l'intelligence artificielle, à mon sens, elle est susceptible de poser des enjeux très importants, tant sur le plan de la responsabilisation en amont que sur le plan de la responsabilité civile en aval. Ça a été véritablement l'objet des discussions aujourd'hui devant vous. Mais si on se détache de cette responsabilité ou responsabilisation, qu'en est-il d'une indemnisation? La question peut se poser.
Pour en savoir davantage, si le sujet vous intéresse, donc voilà, donc j'ai mis la page couverture donc de cet ouvrage que mon collègue Nicolas Vermès et moi avons co-signé. Donc il est tout chaud encore, disponible aux éditions Yvon Blais. Donc si le sujet vous interpelle, si vous avez davantage de préoccupations, n'hésitez pas à le consulter. Sinon, j'avais également rédigé, et ça vous aurez la présentation, on va vous la distribuer, d'autres articles, là, toujours en lien avec la responsabilité civile et le robot ou encore l'intelligence artificielle. Donc, je vous remercie vivement de votre attention. J'espère que j'ai pu alimenter, pas juste sur un plan, la nourriture substantive, mais aussi intellectuelle, là, ces réflexions que vous pourriez avoir sur l'intelligence artificielle et la responsabilité civile. Ben, merci beaucoup, professeur Lacroix. Vraiment, c'est la deuxième fois que je vous écoute sur le Mais sujet. oui. Puis à chaque fois, je reste vraiment dans cette réflexion que vous nous ramenez de magnifique façon sur les principes de base de la responsabilité civile, hein. On doit se rappeler ces fondements-là, donc prendre peut-être un pas de recul pour réfléchir autrement à comment encadrer cette intelligence artificielle. On est un peu dans la mouvance de dire, bon, ça va vite. Tout se développe à vitesse grand V. Comment on va faire pour l'encadrer, comment on va faire pour l'utiliser. Alors, je trouve que là, vous nous ramenez à dire, ben, commençons par regarder dans notre terrain, qu'est-ce qu'on a comme règles qui peuvent nous aider à réfléchir et à mieux cibler qui, hein, le fait de l'IA versus la responsabilité de l'IA, ça, c'est ce que je retiens vraiment. Mais pour le reste, je trouve que vous alimentez vraiment cette réflexion-là. Donc, j'espère que votre livre va être lu par plusieurs juristes et puis que ça va faire un chemin aussi, même jusqu'au ministère de la Justice, qui sait, là, pour commencer à réfléchir à des façons d'encadrer cette IA. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Avez-vous eu des discussions avec le législateur ou comment vous Oui. voyez la suite de vos réflexions par Oui. rapport à ça si j'ouvre avec cette première question? Puis n'hésitez pas les autres à poser vos questions. Là, c'est le temps. On a une dizaine de minutes devant nous pour échanger avec la professeure Lacroix. Donc, allez-y. Comment vous voyez la suite là, par rapport à ce qu'on pourrait mettre en place? Oui, bien justement, merci beaucoup. Puis justement, on a été approché et donc par justement le ministère de la Justice et le chantier prioritaire, justement, c'est la responsabilité civile en matière d'intelligence artificielle. Et donc, avec mon collègue Nicolas Vermès, on a aussi transmis un rapport donc à la fin de l'année dernière, en décembre, justement, qui faisait écho à cette responsabilité, responsabilisation, oui, qu'on met en place des procédés de standardisation, certification mais aussi en aval en matière de responsabilité civile. Donc, on devrait avoir des échos sous peu. Mais pour nous, ça nous apparaissait très important, là, mon collègue Nicolas Vermès et moi, d'aller d'abord explorer qu'est-ce qui existe au Québec à l'heure actuelle, justement, comme vous l'avez bien relevé, pour ne pas céder à l'impulsivité normative, de dire il faut une loi vite, de voir qu'est-ce qu'on a déjà. Est-ce qu'il y a un vide juridique? Non pas, mais est-ce qu'il y a des insuffisances ou des incohérences? Peut-être. Donc, ça serait de voir comment est-ce qu'on peut les combler. Des fois, c'est par une interprétation justement plus large, libérale de certains concepts qui existent déjà. Mais notre préoccupation, mon collègue Nicolas et moi, c'était vraiment de dire, ben, on va dans nos fondamentaux. On peut, oui, étirer ces concepts souples, élastiques, mais il ne faut pas que l'élastique vienne jusqu'à rompre. Donc, on en est là à l'heure actuelle. Mais tant mieux s'il y a eu des échos au ministère de la Justice par rapport à ça. On a une question. Vous avez évoqué les préjudices, je pense, corporels, c'est bien Oui. ça, de l'IA. Donc, il y a Maître Morane Cloutier qui nous demande quelle avenue pour les préjudices matériels. Oui, ça c'était peut-être par rapport peut-être au régime d'indemnisation, c'est ça, la toute fin à caractère social. Mais peut-être que là, pour le préjudice matériel, ben, ça pourrait être comme en matière, par exemple, d'assurance automobile, ben là, ça serait à adopter la voie soit assurantielle ou on peut poursuivre devant les tribunaux. Mais au Québec, il y a une certaine je dirais, il y a une certaine préoccupation à protéger davantage le préjudice corporel qu'on retrouve justement avec la loi sur l'assurance auto, les accidents du travail. Donc, on s'est posé la question, mais en matière d'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne pourrait pas aller de l'avant en reconnaissant un peu cette préoccupation d'indemniser le préjudice corporel? Mais c'est sûr qu'après ça, il reste le préjudice moral et matériel qui, eux, obéiraient peut-être aux règles de la responsabilité civile, tout simplement.
Excellent. Donc, on sait que le droit va être impacté hein, par l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, comment vous voyez justement la perspective d'intégrer l'intelligence artificielle dans le travail des avocats, une perspective peut-être plus personnelle, comme juriste, comme professeur? C'est quoi les défis que l'on a devant nous dans votre travail? Tu sais, ça peut être tentant, évidemment, d'aller utiliser l'intelligence artificielle. Donc, cette responsabilité-là que l'on a tous de l'utiliser à bon escient, mais toujours en gardant un regard critique par rapport à ce qu'on reçoit hein, de l'intelligence artificielle. Comment vous voyez la suite pour les juristes? Juste un petit peu plus largement, là, si vous partagez vos réflexions par rapport à ça. Ben oui, mais je trouve votre question vraiment importante et intéressante parce que quand on se pose la question justement, la responsabilité de l'IA, mais il y a toujours derrière l'IA des données, un entraînement et des personnes. Donc, il y a cet usage que nous, on en fait aussi. Là, puis ça me permet de clarifier aussi mon propos, c'est qu'on pense à une IA qui viendra exploser ou à diffamer, mais ce n'était pas voulu parce qu'il faut toujours retracer derrière l'usage qu'on en fait. Est-ce que c'est la personne qui entraîne, par exemple, sciemment veut blesser? Il y a toujours cet usage-là versus la responsabilité pour un fait dommageable de l'IA. Donc, je crois que comme personne, on est vraiment investi de cette obligation là, d'en faire un usage, oui, légal, mais aussi un usage qui puisse être moral. Et là, on touche à l'éthique qui est, à mon avis, ici, pour moi, c'est vraiment l'éthique et le droit ici en matière d'intelligence artificielle doivent absolument se nourrir. Je crois que le droit doit se nourrir de l'éthique et l'éthique du droit pour savoir qu'on pense à l'encadrement, à l'utilisation, à la bonne utilisation, mais on doit, à mon avis, comme juriste, faire appel à l'éthique. Absolument. Absolument. Pour garder ce regard critique-là par rapport à ce qu'on reçoit comme information provenant de l'IA. Il y a quelques Tout à fait. questions qui sont entrées. Donc, Maître Rivet nous demande, est-il risqué de proposer une troisième voie, un régime sans faute, alors que le préjudice que peut causer la technologie n'est pas encore connu? N'est-ce pas différent de l'expérience en automobile ou en accident du travail? Je suis absolument d'accord avec cette préoccupation qui est évoquée. Tout à fait. C'est qu'on voulait, à l'heure actuelle, notre objectif, c'était vraiment de regarder ce qui se faisait, ce qui existe et de se poser les questions. Et c'est pourquoi je l'ai mis en jaune, parce que ce n'est pas, comment dirais-je, c'est un aspect qu'on a observé, c'est un état du droit, à notre avis, qu'on ne pouvait pas faire passer sous radar, mais après ça, comme on ne le propose pas, là, à titre prospectif, c'était évoquer c'est ça, une possibilité, mais et si vous lisez plus amplement là, le volume, là, c'est pas quelque chose qu'on promeut, qu'on veut aller de l'avant, mais on voulait se poser la question, mais est-ce que ce serait, parce qu'il faut avoir en tête que si on est victime d'un système d'IA, la preuve va être extrêmement difficile à établir. Donc, est-ce qu'on veut faciliter, voire garantir l'indemnisation des victimes? C'était un peu dans cette préoccupation-là qu'on a évoqué l'existence de régimes d'indemnisation qui fonctionnent, mais c'est vrai, c'est pour certains types d'accidents, comme les accidents d'auto ou du travail, mais ça existe depuis des centaines d'années. Là, c'est vrai qu'on est au balbutiement de l'intelligence artificielle et qu'on n'est pas encore en mesure de mesurer l'ampleur des dommages qui pourront être subis. Donc, je suis d'accord avec cette préoccupation-là que vous m'avez lue. Parfait, excellent. Maître Harris nous demande, aviez-vous analysé les enjeux abordés lors de votre présentation sous l'angle de la protection du consommateur? Oh, je ne l'ai pas fait ça. Non, on ne l'a pas fait. La seule incursion en matière de loi sur la protection du consommateur, c'était en matière justement du régime de responsabilité du fabricant, mais on n'a pas exploré cette voie-là encore, mais ça serait une voie à explorer, c'est bien certain. Et Super. là, ça permettrait aussi de déborder juste de l'extra-contractuel, puis de aussi adopter une perspective en matière de responsabilité civile contractuelle. Ça permettrait ça aussi. Ça permettrait d'enrichir. Oui, tout à fait. Donc, voici une autre voie de Mais réflexion et oui, de travaux oui, ajoutés. mais Donc, absolument. Maître Cousineau nous dit, l'article 49 de la Charte québécoise est-il une porte ou une alternative au Ah, débat que l'on parle oui. d'atteinte illicite?
Merci. Ça, j'aime beaucoup ce sujet parce que ça fait écho aussi à plusieurs études que j'avais menées sur le sujet et j'en traite plus abondamment dans le livre. Donc, l'article 49 de la Charte québécoise permet d'octroyer des dommages et intérêts qu'on pense à une atteinte illicite à un droit de la personne. Donc, est-ce que, et là, je me suis posé la question justement dans l'ouvrage, est-ce que, donc, lorsqu'il y a atteinte, par exemple, à la vie privée ou à la réputation, on pourrait plaider une atteinte sans passer par le prisme de la faute civile, parce qu'on voit que la faute civile, ça fait trop écho à cette notion de faculté de discernement. Une IA n'est pas douée de discernement, de cette faculté de discernement, donc on l'a écarté. En matière d'atteinte illicite, ça pourrait nous permettre de contourner cet écueil de l'aptitude, oui, mais d'un autre côté, l'atteinte, elle doit euh, le problème, c'était que ça renvoie quand même à conférer une personnalité numérique à l'intelligence artificielle. Et là, c'est là où on ne pouvait pas aller au-delà et ça revenait à ce statut qu'on ne veut pas conférer à l'intelligence artificielle en tant que personne numérique. Et donc, ça faisait échec à l'application de l'article 49 au final. Donc, il y avait ce bien fondé, puisqu'on mettait de côté la faculté de discernement, mais on renvoyait à ce statut juridique comme l'IA et la personne juridique et ça ne fonctionnait pas à ce niveau-là. Excellent. Donc, autre question, Maître Caron nous dit, ce n'est pas tous les systèmes d'IA qui sont autonomes. On Oui. peut penser aux outils diagnostiques mis à la disposition des médecins. C'est au médecin pratiquant d'évaluer si l'utilisation de l'outil est adéquate pour son patient en regardant les bases de données utilisées pour bâtir le système basé sur l'âge, le sexe, groupe ethnique, localisation, etc., par rapport aux caractéristiques de son patient. Et parfois, le patient peut avoir une part de responsabilité, exemple, d'avoir fait défaut de divulguer la présence d'une maladie génétique ou autre dans sa famille. N'est-il pas inapproprié de prévoir un régime de responsabilité stricte? Dans ce cas-ci, Ouais, mais on reste, mais si on plaide un régime de responsabilité stricte ou objective, on peut renvoyer à ce moyen d'exonération, comme il l'a si bien énoncé, la faute du patient, donc la faute de la victime, par exemple, ou ça pourrait être la... Donc, à mon avis, non, ce moyen d'exonération serait tout de même susceptible d'être appliqué. ok, Donc, j'y vois pas là un écueil si insurmontable. ok, parfait. Je renverrai cette question. Excellent. Et une dernière question, Maître Lebrun. Est-ce que tout système d'intelligence artificielle peut être qualifié de bien au sens du Code civil du Québec, par exemple dans le cas d'un logiciel où seul un droit d'usage est conféré? Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est une excellente question aussi, c'est de se dire, et ça revient à ce que j'ai posé comme question d'emblée, est-ce que, comme catégorie juridique, c'est ça, là, je ne sais pas si ça fait écho à le bien comme objet de droit. Donc, est-ce que ça peut juste être un sujet ou un objet, mais même qu'on parle d'un objet, je suis bien d'accord avec cette préoccupation. Est-ce que c'est vraiment un objet, un bien au sens de l'article 880, je crois que c'est 899 ou 900? Est-ce que c'est un bien corporel, incorporel, meuble, immeuble? Si on a certains droits rattachés au bien, est-ce que, donc, ça pose vraiment de très, très belles questions et il faudra se poser à un moment donné, bon, ben, est-ce que on ne devrait pas migrer vers une autre catégorie qui puisse refléter, justement, comme je disais, cette complexité rattachée à l'intelligence artificielle. Mais à l'heure actuelle, ça demeure extrêmement périlleux. Avec l'animal, il y a eu où on a vu cette ouverture-là à dire oui, c'est un être doué de sensibilité, il est quand même dans le régime du droit des biens, on le voit sous le livre des biens, mais on a quand même voulu peut-être lui donner un statut spécifique, différent. Est-ce qu'on voudrait faire ça avec l'intelligence artificielle? On peut se poser la question. Effectivement, Oui, ça peut amener justement oui, à venir préciser cette voie-là. c'est ça. Parfait. Dernière question, Maître André Gagnon nous demande, que pensez-vous de la définition de responsable d'un système d'IA proposé dans le projet de loi C-27, à savoir la personne qui le conçoit, le développe ou le rend disponible ou en gère l'exploitation? Est-ce que le législateur québécois devrait se baser sur la même définition que le législateur fédéral, selon vous? C'est une base d'analyse. Oui, Ok. justement, oui, on l'a relevé.
Donc, on renvoie à une responsabilité pour le fait de l'IA, donc sur la base donc d'aller chercher qui est le concepteur. Ici, on parle aussi de risque à incidence élevée. Donc, on est venu déterminer aussi le risque lié à l'intelligence artificielle faible ou élevé. Donc, c'est sûr qu'on l'a pris en considération là, dans notre analyse. Donc, et ça fait écho justement au fait qu'on ne confère pas une personnalité numérique à l'IA. Donc, ça reste ça reste une constance. À mon avis, ça va être une constante entre le fédéral, le provincial, mais c'est sûr qu'on l'a en tête. On avait aussi en tête la Déclaration de Montréal. Donc, on a pris tout ce qui existe à l'heure actuelle, projet de loi ou droit qui existe à l'heure actuelle, droit positif, puis on a eu une réflexion par rapport à ça. Excellent. Donc, ça clôt notre période de questions, professeur Lacroix. Donc, encore une fois, merci pour cette belle webconférence remplie de belles réflexions, mais aussi d'un retour à nos fondements essentiels de la responsabilité civile. Je pense que si on réfléchit bien la suite, puis on s'inspire de vos travaux et de vos réflexions, je pense on est sur une bonne voie. Alors, merci encore. Et avant de vous quitter, tout le monde, je vous remercie de votre participation aujourd'hui. Je prends quelques minutes pour vous parler de notre soirée Droit et théâtre qui aura lieu le 7 mai prochain au Théâtre Jean Duceppe. C'est une collaboration que l'on a avec la Fondation du Théâtre Jean Duceppe et la Fondation du Barreau du Québec où on veut inviter la communauté juridique à venir réfléchir à l'importance du bien-être psychologique de la relève de nos étudiants en droit qui vivent parfois la détresse, l'anxiété de performance, notamment dans toute la folie de se trouver un stage. Il y a un auteur, Jean-Philippe Barry-Guerrard, qui a écrit une pièce, un livre sur la pièce royale, qui a été transformée en pièce de théâtre et qui sera présentée durant la fin du mois d'avril et le mois de mai au Théâtre Jean Duceppe. Donc, si ça vous tente de vous joindre à nous, on a une section réservée pour tous ceux qui achèteront des billets sur notre site Internet au coût de 75 dollars. On a une section réservée catégorie A, donc bien située dans le théâtre. Et ça sera précédé d'un petit cocktail et à la suite d'une discussion avec l'auteur les comédiens, mais aussi des invités comme la maître Kirouac de la Pamba, mais aussi Nathalie Francisci, qui est une CRHA très connue, qui écrit souvent dans le journal Les Affaires, qui va venir nous donner la perspective de l'employeur, la perspective d'une CRHA sur l'importance de s'occuper du bien-être psychologique de nos membres. Et les statistiques nous disent que la profession juridique, il y a beaucoup de détresse parfois. Donc, c'est important de connaître les ressources disponibles pour nous aider à s'occuper de nous. Donc, c'est un signe, si vous avez le goût de venir encourager et nous signifier l'importance que vous accordez à ce bien-être, mais soyez des nôtres. Ça nous ferait plaisir de vous accueillir. C'est vraiment un événement qui vous est offert par la Fondation et qui ne cherche pas nécessairement à faire des profits, mais plutôt à ce qu'on ait un lieu de rencontre sur ce sujet très important du bien-être psychologique. Donc, avez-vous des liens d'inscription de cette activité au théâtre? Vous allez sur notre site Internet et vous allez trouver les informations pour aller acheter les billets. Alors, encore une fois, merci de votre attention et de votre grande participation aujourd'hui. Merci, professeur Lacroix. Toujours un plaisir de vous accueillir. Et j'ose vous dire que vous êtes une amie de la Fondation. Donc, Mais toujours un ça, plaisir de vous accueillir encore des fois pour les prochains mois et les prochaines années. Donc, merci à vous. merci. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée.